C360, la voix d'une Afrique nouvelle et souveraine. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de suivre votre émission Ma Culture, une plage de découverte de toutes les ethnies du Burkina Faso, comme pour faire la promotion de la culture burkinabé et cette valeur-là qui nous identifie, la parenté à plaisanterie. Nous ferons le tour des 13 régions du Burkina Faso à la découverte des ressortissants et de leurs parents à plaisanter. Aujourd'hui, nous recevons un Bissa et un Gourounsi. Chacun s'autoproclame chef et traite l'autre d'esclave. Nous saurons finalement qui est chef et qui est esclave. Monsieur Tanyabou, comment vous allez? Oui, je vais bien. Et nous recevons Monsieur Tanyabou Donald Douani, qui est Gourounsi, et Monsieur Alidou Bansé, qui est bien sûr Bissa. C'est bien ça? C'est bien Alors, cela. comment vous allez? Oui, à part mon esclave, là, je suis bien. Il faut le demander. Je me porte bien également. Mais là, il commence mal, mais on verra au cours de l'émission. D'accord. Monsieur Tanyabou, autant pour moi, c'est qui les Gourounsi et d'où venez-vous? Quand le vieux se redresse avec la complicité de mon parent, c'est une question lourde. Les Gourounsi, c'est un gros ensemble. On commence par les corps de l'autre côté jusqu'au Kassena, au Naouri. Mais je veux parler de la composante Kassena, qu'on retrouve généralement dans la province du Naouri. L'histoire, selon Mustapha Gonyumbu, nous rappelle que nous venons de Kassana, d'où le nom rattaché à Kassem. Kassana, c'est une localité entre le Ghana et le Burkina. Aujourd'hui, nous sommes situés sur un autre territoire, mais à l'initiative, on était sur un autre terrain. Donc, les Kassénans sont dans leur zone, mais déplacés. Donc, quand on parle du royaume Kassena-Nankana, pour ne pas dire même Bissa Kassena-Nankana, ça va du fleuve jusqu'à Boalaga. C'est une région habitée par les Kassena, les Nankana, les Dagomba, les Mampoussi, les Bissa. Donc nous venons pratiquement, pour ne même pas dire de région, nous sommes dans une localité où nous sommes habités. Et c'est habité par les Kassena, les Nankana, les Dagomba, sinon le grand groupe Gourounsi. Alors, Monsieur Bansé, c'est qui les Bissa? Merci beaucoup. Oui, les Bissa sont une ethnie du Burkina Faso. Géographiquement, nous sommes installés dans la région du centre-est, majoritairement, mais aussi dans la région du centre-sud, sur un certain nombre de provinces de l'entièreté de la région du centre-est. Mais je voulais signaler aussi qu'on a une petite communauté toujours dans la région du centre-est, mais dans la province du Kouritenga. Maintenant, par rapport à l'origine des Bissa, d'abord, il faut rappeler que en plus du Burkina Faso, nous avons des Bissa au sud du Ghana et du Togo également. Donc, cela va impliquer un peu les réflexions sur la question des origines. Mais globalement, il faut retenir que les Bissa sont installés vraiment dans le bassin du Nakambé, du Nakambé, la Volta blanche, de part et d'autre de la Volta. Les Bissa occupent vraiment cet espace-là. Alors, ils y sont installés par vagues successives. C'est vrai qu'on dit que on parle de Bissa d'une manière globale, mais l'ensemble des villages Bissa ne se sont pas installés dans cette région géographique-là au même moment. Si bien que les livres rapportent une diversité d'origines. Il y a par exemple le Ghana qui est principalement cité, notamment pour les localités de
de Nalenga, de Yendi, hein, pour un certain nombre de villages et de cantons comme Garango, Niaogo, Pakala, Zigla, etc., etc. Donc il y a le Ghana qu'on cite comme origine. Il faut dire que d'autres villages aussi sont originaires de certaines zones du Burkina Faso, un peu comme le centre-sud, pour certaines populations Bissa qui sont installées dans l'aire géographique, mais ils viendraient en tout cas dans un certain nombre de localités du pays, comme la région du centre-sud, comme la région également du centre-nord. Parce que quand vous entendez un peu des noms comme Bousouma, qui est à Garango, ça fait penser tout de suite à Bousouma également, dans la région du centre-nord. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur qui sont les Bissa et quelle est leur origine. Si vous me permettez, je vais dire que sur le plan linguistique, les Bissa font partie de ce qu'on appelle la famille Mandé, où on retrouve généralement les langues malinké. Donc cette affiliation avec la famille Mandé, avec les langues malinké, peut faire penser aussi que le Bissa viendrait un peu aussi de la région du Manding. C'est une thèse aussi qui est souvent avancée pour parler de la piste linguistique. D'accord. Nous savons que dans la province du Naouri, Bissa et Gouroussi cohabitent. Est-ce qu'il y a une histoire derrière? Oui, la grande histoire, parce que c'est la seule histoire des parents à plaisanterie où on peut parler d'authenticité. Et pour compléter ce qu'il avait dit, on parle que les Kassena surtout, je parle du grand groupe Gouroussi, mais plus précisément les Kassena, pour remonter jusqu'au Tchad, c'est vraiment très long. Mais pour l'histoire de Bissa et puis des Kassena, il faut d'abord être proche. Parce que l'histoire qu'on parle de parenté à plaisanterie, il faut d'abord qu'il y ait, d'abord au début, une bagarre. Il y a plusieurs catégories. Par exemple, nous sommes ceux de Waïguya, les Yardsé, on est ensemble, mais eux, c'est une histoire de grand-père au petit-fils. Par contre, les Bissa, nous étions ensemble, il y a eu une petite... un couac, on s'est bagarré autour de quelque chose, et qu'après on va venir dire ça. Alors, ça a frustré, ça a séparé la famille, que pour que cela ne se répète pas, on a dit, ok, on va instaurer la loi traditionnelle, cette loi qui est la parenté à plaisanterie, qui définit que désormais vous deux, comme vous êtes parents, vous ne devrez plus vous bagarrer. Donc voilà, c'était des vrais producteurs d'arachides, des vrais mangeurs d'arachides. Mais comme on a dit, il y a toujours la parenté à plaisanterie, on est ensemble. C'est un groupe. Il faut replacer le contexte pour dire que quand les gens côtoient, c'est qu'ils étaient dans le même aire géographique. Donc les Bissa, les Kassena n'étaient pas éloignés les uns des autres, comme l'histoire parfois on nous fait comprendre. C'est aujourd'hui qu'on voit que c'est distant. On était dans le même aire géographique. On habitait ensemble, on côtoyait ensemble, mais c'est un malentendu qui arrive que parfois la langue et puis les dents, ça se croque. Mais on instaure maintenant pour que désormais on ne puisse plus nous bagarrer et c'est pour l'éternité. D'accord, c'est bien noté. On voit déjà que vous êtes habillé aux couleurs de votre terroir. Est-ce qu'il y a une histoire derrière votre code vestimentaire d'aujourd'hui? Ah oui, toute une grande histoire parce que j'en avais même apporté un qui était dans le véhicule. Il y a plusieurs. Il y a ceux, même jusqu'à même à la manière de porter le chapeau. C'est vrai, comme c'est un parent, je n'ai pas voulu porter le chapeau de guerre, la forme de guerre. Parce que ceux qui nous écoutent vont dire, mais attention, tu es avec ton parent, là, tu ne dois pas te mettre en position de guerre. La cotonnade tissée par nos parents, vous allez remarquer que, même si aujourd'hui on le respecte toujours, que c'est cousu à la main. C'était l'histoire de nos parents. Il faut chercher la soie, il faut tisser à la main, il faut coudre. Donc, ce n'était pas donné à n'importe qui pour faire une virgule pour l'attaquer. C'était les chefs qui portaient.
Voilà pourquoi tout le monde ne pouvait pas avoir ça. Et pour y ajouter, les Cassena, dans le grand groupe Gouronsi, nous aimons bien la décoration, les couleurs. Voilà pourquoi vous allez remarquer que de l'habit à l'habitat, il y a toujours une décoration derrière. Il y a plusieurs symboles. Peut-être qu'on aura le temps un jour de venir vous parler de ces couleurs, de ces symboles. Alors, Monsieur Bansé, est-ce qu'on peut avoir l'histoire autour de votre dress code de ce matin? Merci beaucoup. Il faut dire que la tenue que je porte, notamment l'étoffe, est vraiment typique de la culture Bisa. Généralement, c'est un tissu tissé par des tisserands, dont justement la fonction est d'habiller la société, d'habiller la communauté. Alors, donc, le tissu est tissé généralement par des femmes. Ça se finit en bande. Maintenant, il y a également les tisserands. Il y a également les tisserands qui le font avec un certain attelage. Et puis après, il y a d'autres personnes qui le cousent. Et c'est complètement cousu à la main. Alors, donc, une histoire derrière, je pense que c'est le tissu naturel. C'est le tissu naturel du pays Bisa, et c'est dans cette étoffe-là que généralement on s'est habillé en pays Bisa, avant bien sûr que avec la modernisation d'autres types de modes et d'art vestimentaire n'apparaissent. Sinon, c'est un tissu vraiment qui est reconnu comme typique de la société Bisa. D'accord. Notre émission, c'est aussi un canal d'éducation pour la jeune génération, parce qu'on constate de plus en plus que la jeune génération ne s'intéresse pas à sa culture. Et nous allons parler d'interdits. Dans toutes les cultures du Burkina Faso, il y a des interdits. Et chez les Gourounsi, c'est quoi l'interdit? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire chez les Gourounsi? Merci, madame. Permettez d'ajouter que cette tenue, elle a un nom très simple dont elle n'était pas donnée à tout le monde. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut se marier, il peut aller emprunter chez son voisin pour se présenter. Donc, les interdits, peut-être autour du code vestimentaire ou bien naturel, mais les interdits, l'enfant ne doit jamais regarder son père avec hauteur. 2. La femme est le reflet de l'humanité. Donc, par conséquent, dans l'habitat traditionnel, la femme a un endroit. Quelle qu'en soit la situation, l'homme ne doit pas lui porter la main quand elle a cet endroit-là. Les jeunes garçons, on dit, il ne faut pas trop rester dedans. Sinon, tu risques de ne pas apprendre l'art de combattre. Bon, on dit interdit. Ne reste pas trop à l'intérieur de la maison. Il faut être toujours avec ton père à la porte ou au lieu de travail pour apprendre le travail physique, et on va t'initier à la culture. La fille, exactement, on dit interdit d'être dehors à telle heure, de faire ceci. On dit à la femme, tu ne manges pas la poule, par exemple, c'est un interdit. Chez nous, la femme, même si nous les hommes on mange le chien, la femme n'a pas le droit de manger le chien. Elle ne mange pas une poule. Tout ça est une histoire derrière pour toujours amener la société à être dans un ordre donné. Par exemple, pour les interdits encore, on dit on ne montre, tu vas chez ta belle famille, tu as des comportements, à ne pas, tu es interdit de rentrer dans la cour
ou plutôt même là où est assis ton beau-père, avec des chaussures, sont des interdits. Mais si on veut aller loin, tu vas voir pourquoi on le dit. Il y en a plein, mais toujours est-il que c'est des codes au niveau communautaire. Mais est-ce qu'aujourd'hui c'est respecté, ces interdits-là? Est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours d'actualité? Pour certaines personnes, je vais dire que c'est peut-être d'actualité à 30%, puisque ce n'est plus transmis. Un, l'enfant n'est plus là pour avoir ce qu'on lui dit. On a été détourné d'une manière. Deux, il y a certaines choses, comme on nous dit, c'est interdit à mourir pour ne pas dire. On dit, on défend. C'est ça la loi. On dit, on défend sans dire pourquoi. Comme l'enfant ne sait pas pourquoi, et dans notre raisonnement dialectique aujourd'hui, il dit, ben, si on ne me dit pas pourquoi, je vais appliquer. Donc aujourd'hui, on peut dire que peut-être qu'il y a une certaine génération qui respecte toujours. Par exemple, pour la poule. Il y a une histoire derrière pour éviter qu'on ne tue presque toute la basse-cour, parce que la poule est très agressive. Si on dit à la femme qu'elle mange la poule, elle va venir pour picorer avec les enfants, on va la tuer. Mais c'était pour protéger. Aujourd'hui, à telle enseigne que moi, ma mère, tu manges une poule, tu viens, tu prends le gobelet. Elle n'est pas là, qu'elle va rentrer, elle va dire, mais qui a mangé une poule et a touché à mon gobelet? Donc, mais la jeune génération, aujourd'hui, on n'y est plus. Même l'odeur, parce que c'est rancé dans leur mental, à telle enseigne que quand on dit ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. On garde la tradition, on transmettait la tradition, pas, ça ne se fait pas. Mais est-ce qu'il y avait une sanction avant? Est-ce qu'il y avait une sanction derrière quand il arrivait que quelqu'un enfreigne la règle? Aujourd'hui, on sait que voilà, les enfants ne sont pas instruits justement à cela et chacun en fait à sa tête. Mais est-ce que derrière, avant, au temps d'avant, il y avait une sanction? Quand on dit à une femme ne mange pas la poule et qu'elle mange la poule, qu'est-ce qu'on lui faisait? Nous allons faire une virgule à quelque part et revenir. C'est ça l'Afrique. C'est ça l'Africain. Et c'est ça le Burkinabé. Quand on dit c'est interdit, c'est un code nos parents attachent à l'esprit. Quand on attache ça à l'esprit, quand tu le fais, tu vas récolter les conséquences. On dit si tu manges, tu vas devenir lépreux ou lépreuse. Et tu vas te rendre compte si effectivement tu enfreins à cette règle dans la société, ça risque de commencer à s'appliquer. On dit l'enfant ne mange pas un œuf. On ne l'a pas expliqué pourquoi il ne doit pas manger un œuf. Si tu insistes, il le fait, tôt ou tard, si on ne le recadre pas, il va finir par autre chose. Donc, il y avait des sanctions. La sanction était d'abord dans le cerveau donc spirituel et moral. Mais ensuite, les parents, l'enfant n'appartenait pas à un couple ni à un seul individu. C'était l'enfant de la société. Je viens à Ouagadougou, je trouve un enfant qui est en train de faire ce qui est interdit. Je prends un fouet, je le sanctionne correctement. Il doit rentrer à la maison les yeux secs. Sinon, quand la maman va lui demander, qu'as-tu fait pour qu'on te frappe, s'il répète, la sanction serait double. Une femme, tu enfreins à une règle, tu arrives, ton mari ne va pas te sanctionner, peut-être c'est ton beau-père qui va en parler. Si tu oses fuir pour partir à la maison pour dire que mon beau-père m'a dit ceci, je ne suis pas d'accord, là-bas tu vas recevoir un bâton. Parce que ton beau-père va dire, ce qu'on t'a dit que ça ne fait pas, pourquoi tu l'as fait? Donc il y avait une sanction. Elle est applicable physiquement, mais aussi il y a donc certaines choses que si on dit, tu ne dois pas t'allier, tu ne dois pas mettre du taux chaud sur la main d'un enfant. Tu le fais. Ça va s'appliquer automatiquement sur ta progéniture. Parce que tu as enfreint la règle de la méchanceté. On dit tu ne dois pas faire de la méchanceté à un innocent. Et tu as appliqué. Si on va rentrer à l'intérieur, vous voyez pourquoi aujourd'hui nos sociétés sont en dérive. Parce que l'honnêteté manque, la franchise manque et l'application et la corruption a enlevé l'application de la correction. Si tu veux le faire, ça devient l'individualisme. Pourquoi tu as frappé mon enfant? S'il n'y a pas la correction, l'enfant n'appartient plus à la société. Or, il est un enfant de la société. S'il déraille,
On dit chez nous, un proverbe dit que quand l'enfant est mauvais, on connaît son père. Mais quand il réussit, il appartient à toute la communauté. Voilà. Alors, merci monsieur Tanyabou. Monsieur Bansé, qu'en est-il chez les Bissa? Merci beaucoup. Je dois dire que M. Tanyabou a cité un certain nombre d'interdits qui se retrouvent chez nous aussi. Donc, ma réponse va aller dans le sens de compléter ce qu'il a déjà dit. Je voudrais dire que comme sanction, par exemple, par rapport à certains interdits, il y a, par exemple, l'amende qu'on peut infliger ou une sorte de compensation. Ceci dit, je voudrais citer un certain nombre d'interdits pour compléter M. Tanyabou, mais qu'on retrouve dans la société Bissa. Par exemple, la bagarre entre deux femmes. Entre deux femmes ne doivent pas se bagarrer et en venir aux mains dans une même famille, dans un ménage ou dans une même concession. Alors, quand ça arrive, on leur fait payer. C'est pas juste pécunier, mais il y a un sacrifice expiatoire qu'il faut faire, et ce sont les femmes qui sont chargées d'acheter ou de donner les animaux qui vont être sacrifiés. Ça c'est par exemple un exemple d'interdit. Un autre interdit, par exemple, c'est que il est interdit pour la femme de tuer un animal, soit volontairement ou involontairement. Vous voyez, et ça va des animaux les plus grands jusqu'aux animaux les plus petits. Je m'explique. Il est par exemple hors de question qu'une femme égorge un poulet. Vous voyez, en pays Bissa, elle ne peut pas le faire. Maintenant, pour aller vers les cas où elle pourrait le faire de manière involontaire ou même volontaire, par exemple, tuer un cafard. Vous voyez, tuer un cafard, marcher sur un poussin par inadvertance et tout ça. Et même quand ça arrive, il y a encore des sortes de compensation à faire. Vous voyez, il y a par exemple, pour emprunter par exemple à la société Moussi, quand ça intervient, la femme est obligée de faire porter un nom de l'animal à un de ses enfants. Chez le Bissa aussi, ça existe. Alors, donc, il y a par exemple, dans un couple, quand un couple se bagarre, il est interdit de se mordre, vous voyez. Et là, l'acte pour conjurer, la conséquence, c'est que la personne qui a été mordue morde l'autre en retour. Voilà. Et maintenant, il y a plusieurs interdits qui touchent des valeurs universelles, un peu comme l'inceste. Vous voyez, un peu comme l'inceste. Et ça, quand ça intervient dans la société Bissa, dans le temps, les auteurs sont punis, ou alors l'auteur principal souvent est obligé même de s'excommunier lui-même, c'est-à-dire qu'il quitte complètement la communauté pour ne plus revenir. Maintenant, pour terminer par un interdit un peu, pour faire un signe à la jeune génération, par exemple, c'est autour du repas. Quand le repas est posé, tant que le chef de famille n'a pas mis la main, les plus jeunes ne doivent pas commencer à manger avant les plus âgés. Voilà, donc c'est autant d'interdits, autant de règles pour vraiment préserver la société et la permettre de se reproduire
Et comme je l'ai dit, ça vient compléter ce que Monsieur mon Tanyambou esclave a Ami dit. a déjà dit. D'accord. Monsieur Bansé, quand on parle de Bissa, moi je vois tout de suite l'arachide. Oui. Est-ce un mythe ou vraiment une réalité? Est-ce que les Bissa aiment vraiment l'arachide? Parce que on constate que toutes les ethnies du Burkina Faso mangent l'arachide, consomment l'arachide. Mais pourquoi particulièrement quand on parle d'arachide, on voit tout de suite le Bissa? Je pense qu'il y a les deux à la fois. C'est une réalité. Tout d'abord parce que effectivement les Bissa produisent beaucoup d'arachide. Dans tous les cas, c'est une légumineuse qui vient en complément à l'alimentation, qui vient en complément aux céréales. Et vous êtes d'accord avec moi que l'arachide intervient beaucoup dans la préparation des sauces. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est une seconde c'est une seconde culture après les céréales. Vous voyez, on produit d'abord les céréales en premier et de manière plus ou moins accessoire, on produit les arachides. Ce que je dois dire aussi, c'est que la culture d'arachide est une activité beaucoup féminisée. Et quand vous regardez par exemple dans les familles, l'homme se préoccupe de produire les céréales et ce sont les femmes qui produisent les arachides comme activité, comme leur champ secondaire après avoir cultivé dans le champ familial. Mais l'un dans l'autre, comme pratiquement toutes les femmes le font, il y a finalement une grande production d'arachides parce que c'est entré dans les habitudes culturelles. Je crois que culturellement, il ne suffit pas de voir une femme qui n'a pas vraiment son champ d'arachide. Donc ça, c'est la partie réalité, c'est qu'on produit vraiment beaucoup d'arachides dans les localités Bissa. Maintenant, le mythe, c'est peut-être la partie qu'on aime les arachides, c'est peut-être cet aspect. C'est vrai que c'est consommé, mais c'est consommé souvent de manière culturelle. Par exemple, l'arachide, sert souvent à accueillir l'étranger pour lui permettre de patienter pendant qu'on est en train de préparer son repas. Mais rassurez-vous, cette consommation-là est vraiment réglementée. Elle est vraiment réglementée parce que la consommation se situe au moment des récoltes, un peu après les récoltes, et puis après, les arachides sont enfermés, thésaurisés. En ce moment, on en mange moins jusqu'à la prochaine saison des pluies, qu'on refait encore sortir les arachides pour décortiquer. En ce moment, c'est un peu disponible, les gens peuvent manger, mais une fois, par exemple, qu'on a semé les arachides et tout ça, il n'y a plus d'arachides à manger. Il faut attendre encore les nouvelles récoltes. Donc la consommation elle-même, en réalité, elle est réglementée. C'est pas vraiment une consommation anarchique qui peut faire penser que on est en train de manger des arachides tout le temps en pays Bissa. Mais comme vous l'avez dit vous-même aussi, c'est que paradoxalement, il y a aussi toutes les communautés, d'autres communautés qui mangent aussi l'arachide, sinon un peu plus que les Bissa. Donc mythe ou réalité, oui et non à la fois. Voilà qui est bien compris. Alors, très rapidement, pour conclure, nous allons revenir sur l'origine de cette parenté à plaisanterie. Comment ça s'est passé? Pourquoi on dit Gourounsi Bissa font de la plaisanterie? Merci bien, madame. Plusieurs versions sont là, mais la plus connue, c'est qu'on s'est barré autour de la viande de chien. Ça, c'est ce qui est plus populaire.
Mais pour même le compléter sur l'arachide, en réalité, la zone bissaphone était plus une zone favorable pour la culture de l'arachide. Géographiquement, si à vol d'oiseau on quitte le dernier village, Kassénaphone, pour tomber à Gomboussougou, tu ne feras même pas 8 km. Et pendant la grande famine, quand on passait là-bas, on remarquait que rapidement, les Bissa donnaient plus d'arachide aux enfants pour calmer la faim. Donc, d'où quand on commence à les attaquer, on dit manger d'arachide. Sinon, nous en consommons tous. Donc, pour l'origine de cette plaisanterie, il y a plusieurs versions, comme je le disais tantôt, on se serait bagarré autour de la tête du chien, qu'on a mangé le gros et que maintenant, à la partie où il restait la tête, quelqu'un a dû fuir avec. Et qui a fui? C'est le Bissa ou le Gournoussi qui a fui avec la tête? C'est le Bisalé qui a fui avec la tête. C'est le Bisalé qui a fui avec la tête. Alors donc, comme il cherchait toujours à récupérer la tête, bon, mais c'est pas nous. Hein. Donc, c'est cette histoire-là. Mais, même culturellement, l'histoire nous démontre qu'au-delà de ce mythe du chien, il est démontré que à l'époque, le Bissa, le Nankana, le Kassena plutôt que le Goronsi, était dans une zone présentement appelée, la zone occupée par le Bissa à l'époque s'appelait actuellement Zeko. Zeko, c'est donné par un prince Nankana qui disait soulevez-moi. Donc soulevez-moi, et par sa salvation ne soulève pas. Donc, mais cette partie était occupée par les Bissa. Le chef, à l'époque, a décoré ses maisons, jusqu'à décorer son poulailler en mettant aussi des coris. La partie Kassena, Nankana, les Goronsi, donc en général, ont cru que c'était l'endroit là qui possédait assez de coris. Dans le mythe, il est revenu que les Goronsi ont mis derrière chaque case la nuit une motte de terre. Nos parents disent que bon, ils ont waqué les Bissa, ils se sont endormis, ils sont tombés dans un sommeil profond. Et vers minuit, 1h du matin, ils ont enflammé chaque motte. Nous, on ne les appelle pas Bissa, nous, on les appelle Boussanga. Boussanga, chez nous, ça veut dire que manger d'arachide, mais en termes nankana pour redire, c'est Boursango. On a gâté la plaisanterie, on a gâté la parenté. Et à l'issue de cet événement, il fallait nous réconcilier. Quand on introduit cette réconciliation, vous devrez désormais vous mettre à l'idée que vous ne devriez plus vous battre. D'où cette parenté. Donc il y a les deux versions, la version de notre chien, mais la version de cette bagarre autour de l'endroit pour dire que c'était très riche et que on a dû gâter la communauté et on nous dit désormais vous n'allez plus faire ça. C'est pourquoi eux ils ont migré un peu vers la montée du Nazinon. Ils ont traversé le Nazinon, nous laissé en bas. Mais l'un ou l'autre, toujours est-il qu'une parenté est issue d'un événement malheureux qu'il faut corriger, rectifier, conjurer pour que désormais il n'y ait plus un événement pareil dans les deux communautés. Vous êtes ensemble et c'est fini comme ça, vous ne devrez plus vous bagarrer. Si un Gouronssi arrive et puis un Bissa est en train de faire la bagarre, dès lors qu'il dit mon parent, qu'est-ce qu'il y a? Allez, viens et puis te laisse. Ou bien si c'est deux parents, un Gouronssi et un Bissa qui se bagarrent et puis un autre Bissa arrive et dit tu ne le connais pas, c'est un Gouronssi. Ah, ouais. Allez, ça c'est fini ça. Ça c'est fini ça, il va entamer la procédure. Bien, je ne savais pas et puis voilà. Voilà. Alors, Monsieur Bansé, est-ce que dans justement cette dynamique de parenté à plaisanterie, là, tous les coups sont permis? Est-ce qu'on peut tout faire? Oui, merci. Merci beaucoup. Je crois que non, justement, il ne faut pas tout faire. Il ne faut pas tout faire. Parce que ça reste de la plaisanterie. Hein, ça reste de la plaisanterie. Je crois que
ce qui sort du cadre de la plaisanterie ne peut plus être permis. Voyez, généralement, les choses à ne pas faire, par exemple, sont ne pas faire allusion au physique de la personne, à mon avis, toucher sa dignité, ne pas évoquer son handicap, par exemple. Et puis aussi, pourquoi pas, s'il y a des tabous chez l'autre qui sont connus, il faut pas les enfreindre, et puis rester vraiment dans le cadre de la plaisanterie, comme l'expression même le dit. Même si la parenté à plaisanterie donne à l'autre parent certains pouvoirs. Par exemple, pendant que vous lamentez pour un décès, lui il va venir, il va mettre l'ambiance, il va exiger un certain nombre de choses et tout ça. Mais tout ça, à y voir de près, ça contribue justement en fait à apaiser un peu les esprits, et ça joue un rôle un peu expiatoire du chagrin que le décès, que le malheur que vous avez subi a causé. Donc le parenté à plaisanterie a un certain pouvoir, il peut aller à un certain niveau, mais on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire. Par exemple, du point de vue par exemple de la parenté à plaisanterie, je ne pense pas que sous le couvert de la parenté à plaisanterie, on peut prétendre à l'épouse du parent à plaisanterie ou un certain nombre de choses. Donc il faut savoir vraiment rester dans la limite de la plaisanterie. D'accord. Alors, Monsieur Tanyabou, la parenté à plaisanterie est vraiment une valeur que le Burkina Faso doit préserver, surtout dans le contexte actuel. Est-ce que vous pensez que c'est suffisamment enseigné à la jeune génération? Merci, madame. Pour le compléter avant de venir à votre question, tout n'est pas permis dans la parenté à plaisanterie. Elle a bien évoqué d'autres. Par exemple, la parenté à plaisanterie, c'est vraiment pour une situation de distraction. S'il y a un décès, par exemple, si c'est un jeune, il peut faire toujours la plaisanterie, mais doser. Mais quand c'est une vieille personne, ils peuvent le faire, il peut rentrer dans la tombe, il exige qu'on lui donne tant de choses, sans qu'on lui rende, il ne va pas sortir. Mais il y a des situations où il faut faire des limites. Secondo, la parenté à plaisanterie ne profite pas pour insulter physiquement la personne. J'ai une grosse tête. C'est pas parce que j'ai une grosse tête que tu es mon parent, peut-être que tu es arrivé à commencer à attaquer ma grosse tête. Non. Donc, la parenté à plaisanterie, c'est pour donner l'ambiance, pour résoudre les situations. Maintenant, à votre question, aujourd'hui, le Burkina Faso en a besoin. Le Burkina Faso en a besoin. S'il le faut, il faut même l'enseigner aux enfants. La parenté Goronsi-Bissa, sinon que Kassina-Bissa, tout en commun. Au Burkina, sinon que même en Afrique de l'Ouest, les Goronsi sont parentés à plaisanterie au Djerma, qui se trouve au Niger. Si c'est valorisé, un Bissa qui se retrouve au Niger, il peut se présenter sous la couverture d'un Goronsi pour dire « Je suis le parent à plaisanterie du Goronsi. Vous qui êtes parenté à plaisanterie au Goronsi, attention à ça que je vais vous dire la vérité. » Si la vérité est dite, seul le parent à plaisanterie peut vous dire la vérité sans vous frustrer. Parce qu'il ne va pas passer par 4 chemins pour dire non, ce que tu es en train de faire, c'est pas bien. Dans notre contexte actuel d'insécurité, si on valorise la parenté à plaisanterie,
on va dire certaines choses, comme on le dit bien, certaines vérités, mais dans un cadre typiquement de protéger, d'arranger et de corriger. La parenté à plaisanterie dans le contexte actuel du Burkina Faso d'insécurité, si le parent doit laisser l'autre parent mourir à cause de quelques billets de banque, c'est comme s'il est maudit. Mon parent Bansé, vous me donnez 1 milliard pour le prendre, je refuse. Parce que je sais que lui, qui me protège, si je ne suis pas là, je suis absent de ce studio, vous commencez à parler de Tanyabou, Bansé est le premier à dire non, c'est mon parent. Il n'est pas comme ça, vous êtes en train de mentir sur lui. Et vice-versa. C'est une valeur qu'il faut garder, une valeur qu'il faut promouvoir pour que le Burkina Faso... Je disais bien que le Burkina Faso a un seul cordon. C'est parce qu'on ne l'a pas valorisé. La parent plaisanterie de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Il n'y a pas ce peuple qui n'est pas lié à un autre. Si nous sommes parents au Bissa, dont les Moussi respectent très bien, et même comme je disais au début, nous sommes les grands-parents de ceux de Waïwia, qu'est-ce qui va arriver qu'un petit-fils expose son grand-père? Qu'est-ce qui va arriver que si vous touchez un petit-fils, son grand-père ne va pas vous fléchir? Parce qu'il le défend, il l'aime plus que tout le monde. Donc le Burkina Faso a besoin de ce trait d'union-là pour le valoriser, parce que nos enfants sont en train de l'oublier. Et nous sommes en train de perdre une richesse. Et voilà qui est bien dit, mais il faudrait quand même qu'on sache qui a apporté, qui a fui avec la tête de chien à la fin. Alors, c'est sur cette note de plaisanterie que nous refermons cette édition. Merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir. Merci.